début 2023, ma boîte de production fait faillite. Pourtant, quelques années plus tôt, ma série avait cartonné sur YouTube avant d'être rachetée par M6. J'ai plus de société, plus de sécurité, pas de chômage. Et malgré ça, j'ai pris mes 20 000 derniers euros pour refaire une série. Honnêtement, c'était peut-être une énorme connerie. Hors Noir, ma première série, a été un énorme succès sur YouTube avant d'être rachetée par M6. Le plus absurde, c'est que si ma série marche, ma boîte, elle, est en train de mourir. Notre business principal, les clips vidéo, sont très peu rentables. Je comptais sur la fiction pour équilibrer les comptes. Il aurait fallu qu'on aille jusqu'à la saison 4 d'Hors Noir pour faire un vrai bénéfice. Pas de chance, l'aventure s'arrête en saison 3. Black Vision cool. À ce moment, j'ai plus rien. Ni travail, ni argent, rien. Je repars de zéro. Pour ceux qui l'ignorent, le statut de chef d'entreprise n'offre aucun droit au chômage. Alors je me fixe deux objectifs. Retrouver du travail au plus vite et vendre une nouvelle série pour relancer ma carrière. Pour le travail, coup de chance, un grand studio dans lequel j'avais tourné cherche un responsable d'exploitation. Je postule, c'est concluant, je suis recruté en CDI. Vendre une nouvelle série, par contre... Même avant la fin de Black Vision, je savais qu'on ne pouvait pas tout miser sur Hors Noir. Il nous fallait d'autres projets. Alors, en parallèle de l'écriture des épisodes, je passais mes soirées libres à développer d'autres séries potentielles. Je sélectionne donc les 3 projets qui me paraissent les plus prometteurs et je les envoie à tous mes contacts. Producteurs individuels, CNC, sociétés de prod, chaînes de télévision. J'attends plusieurs mois avant de recevoir les réponses. C'est un bide total. Je retente en contactant d'autres personnes, en proposant d'autres projets, même résultat. Tout ça m'a montré une chose. La voie normale ne marchait pas. Avec tout ça, un an a passé, on est en 2024 et j'ai un peu lâché l'affaire. Le bon côté, c'est que j'ai pu me reposer de toute la fatigue accumulée à l'époque de Black Vision. Mon travail au studio se passe bien, mais c'est un job administratif et j'aspire à autre chose. J'ai envie de créer une nouvelle série. Notez qu'à ce moment, j'ai pas d'argent à investir, puisque je gagne ma vie correctement, mais sans plus. Même si je choisis de me lancer, il faudra tout recommencer à zéro. L'écriture, recherche de financement, le casting, l'organisation, etc. Surtout que je sais l'investissement que ça implique. Et en même temps, la tentation est trop forte. L'histoire est basée sur un univers de combat clandestin. Et ça tombe bien que par hasard, le studio dans lequel je travaille m'offre des décors parfaits. Pour l'acteur principal, je pense immédiatement à Arthur Aspaturian, que j'avais rencontré sur Hors Noir. Arthur est un cascadeur de très haut niveau, en plus d'être une personne d'une gentillesse incroyable. On parle d'un gars qui tourne dans des blockbusters américains type John Wick, c'est pas rien. Sauf que lui, son rêve, c'est l'acting. Et on lui a jamais proposé de vrai rôle. Il peut m'apporter à la fois des scènes de combat de grande qualité, mais aussi un investissement émotionnel total. Et ça va être nécessaire, car Arthur n'étant pas comédien, je vais devoir le former au métier. On échange autour de la série. Il est tout de suite emballé. Je le mets en garde quand même, contre les sacrifices à faire dans ce genre d'entreprise. Si on veut s'y mettre à fond, ça va nous prendre au moins 6 mois de notre vie. Moi, j'ai pas d'enfant, mais Arthur, il a une famille à nourrir. C'est pas un engagement à prendre à la légère. Il me suit quand même, et plus important encore, il accepte de m'ouvrir tout son réseau. Ce sera notre projet à tous les deux. Pourquoi c'est important? Parce qu'Arthur est très connu et très respecté parmi les cascadeurs de cinéma. Il peut nous ramener des personnalités intéressantes telles que Jérôme Le Banner. Pour vous donner une idée de l'ampleur de son investissement, il refuse entre autres un film avec Jason Statham. Action. Notre série change de nom. Elle s'appelle désormais 100%. Le sang de la veine, frérot. Pour le financement, je reçois une bonne nouvelle. Je touche enfin mes droits d'auteur d'Hors Noir avec 2 ans de retard. Bon, c'est pas une somme énorme, 20 000 € environ. Je décide de jouer le tout pour le tout. Tant qu'à utiliser cet argent, autant le faire pour la cause qui me tient le plus à cœur. Raconter des histoires. Puis il y a une forme de justice. Mon ancienne série va payer pour la nouvelle. Mais voilà, avec 20 000 €, on va pas aller très loin. J'aurai toujours pas de quoi payer des salaires. Une fois encore, il va falloir être malin. J'écris la série de manière à ce qu'elle soit la plus facile possible à tourner. Et je sélectionne des lieux que je pense pouvoir retenir gratuitement. Notamment le studio Kremlin, dans lequel je travaille. Les boss acceptent de me le mettre à disposition pour nos répétitions, puis pour le tournage. Je les en remercierai jamais assez. À lui seul, ce studio va rassembler la moitié de nos décors, dont le principal, l'arène des combats clandestins. Bref, au final, avec mon réseau et avec quelques arrangements par endroit, les lieux de tournage ne me coûteront rien du tout. Pour ce qui est des rôles principaux, j'ai déjà en tête. Certains étaient avec nous dans Hors Noir, et avec ce genre de lien, c'est plus simple de leur vendre un projet bénévole. Ils savent que même dans des conditions extrêmes, je suis capable de faire de la qualité tout en respectant mes équipes. Petite parenthèse. À mon sens, la capacité d'adapter un scénario à une économie est fondamentale. Quand vous entendez qu'un film dépasse le budget prévu, que ce soit un petit film français ou un gros blockbuster américain, c'est souvent parce que ses créateurs ont voulu changer le scénario en cours de route. Si on blinde pas cet aspect dès le début, on s'expose à de gros problèmes. Alors moi je blinde le mien.
Une trame assez simple, inspirée des films Rocky avec Sylvester Stallone et Warrior avec Tom Hardy. L'histoire d'un combattant qui subit une descente aux enfers avant de connaître une rédemption par la seule force de sa volonté. Je prévois beaucoup d'actions, beaucoup de combats. Arthur va préparer lui-même toutes les chorégraphies. Ce sera notre priorité. D'abord on bourrine les cascades, après on s'occupera de l'acting. J'établis un planning de préparation et de tournage. Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous savez que c'est cette étape qui permet d'anticiper les dépenses à venir. À partir du nombre de jours et des lieux de tournage, on peut calculer ce qui vont être mes deux dépenses principales, les déplacements et les repas. Au niveau du format, on repart sur 8 épisodes de 15 minutes. Ça m'avait porté chance avec Or Noir, alors pourquoi pas. Je calcule 22 jours de tournage. C'est plus que la saison 1 d'Or Noir qu'on a filmé en 13 jours. Mais les scènes qu'on ambitionne de faire sont aussi plus compliquées à réaliser, notamment à cause des cascades. Et je garde mon système à 2 caméras simultanées pour aller plus vite. Pour l'équipe technique, je contacte 4 personnes qui me suivent depuis des années et qui seront mes piliers. Alexandre, le directeur de production, Anas et Mika, les 2 chefs opérateurs, et Benoît, mon ingénieur du son depuis plus de 10 ans. Ce sont tous des professionnels aguerris, talentueux et efficaces. Ils savent s'adapter aux contraintes de tournage avec des budgets microscopiques. Leur présence me garantit une ambiance de travail top niveau. Je vais d'autant plus me reposer sur eux que la plupart des autres techniciens que l'on va recruter sont des jeunes en début de carrière avec peu ou pas d'expérience fiction. Il est donc très important de les encadrer avec des professionnels qui auront la patience de leur apprendre les rouages. Pour ces jeunes, c'est une super opportunité. Ok, ils ne gagneront pas d'argent, mais on va les former à notre façon de faire des séries, façon qui a largement fait ses preuves avec Or Noir. Pour le casting, tout se passe comme je l'espérais. On s'entoure d'acteurs et d'actrices très solides. Ils sont séduits en fait par notre duo avec Arthur. Mon expertise des séries, combinée avec sa science du combat, ils sentent que ça peut donner un truc de ouf. Les répétitions s'enchaînent. D'abord les cascades, comme prévu. On prépare 13 scènes d'action, dont 4 grosses bastons. C'est énorme pour une série fauchée. Même moi j'ai des doutes, mais Arthur est hyper confiant. Il sait ce qu'il fait. Après viennent les répétitions acting. Là, les rôles s'inversent. On va pas se mentir, Arthur part de loin. Ceci dit, c'est un bosseur acharné. On fait plein de séances avec les autres comédiens. Une vraie formation express. Parfois on joue des scènes du scénario, parfois j'improvise d'autres scènes qui n'ont rien à voir, mais qui m'aident à approfondir le background des personnages. Luna Kozaksa, le rôle principal féminin, a une grande importance dans sa progression. Alors certes, elle est plus jeune que lui, mais aussi plus expérimentée en tant que comédienne. Très présente dans l'histoire, souvent en duo avec le personnage d'Arthur, elle va m'aider à rattraper les faiblesses de son jeu. Parce qu'en plus du reste, la langue natale d'Arthur n'est pas le français. Je dois en tenir compte et simplifier certaines répliques. Namori Bakayoko, l'antagoniste principal de la série, nous est ramené par Luna. Namori, c'est le genre de comédien qu'il faut canaliser pour qu'il puisse exprimer tout son potentiel. Mais attention, une fois qu'il est à l'aise, il est capable de dégager une puissance rare à l'image. La composition d'un casting, c'est un peu comme une équipe de foot. Il faut des mecs capables de prendre les ailes, d'autres de briller en solo, d'autres de jouer collectif, etc. Si t'as que des attaquants sur le terrain, ok, tu vas marquer des buts, mais derrière tu vas prendre une valise. C'est aussi une question d'énergie. Il faut additionner les énergies compatibles, créer des dynamiques à l'image, des tensions, des silences, des jeux de regard. Je parviens à rassembler tout ça dans 100%. Or Noir, c'était un délire entre potes, du genre chiche, on le fait. Avec 100%, on voit loin. On va mettre toutes les chances de notre côté pour que ça marche. J'ai retenu les leçons de mes erreurs. Parce que toute notre vie, on nous apprend à anticiper de l'échec, mais pas la réussite. Je prends de l'avance et j'ai écrit la trame de 3 saisons d'affilée. En fait, c'est ça qui m'avait mis dans le mal sur Or Noir. J'avais pas assez anticipé. Checklist. Le scénario, c'est fait. Casting, c'est fait. Financement, c'est fait. Planning et lieu de tournage, good. Équipe technique, on a tout le monde. Il manque quoi? Rien. On commence le tournage. J'ai une mini crise d'angoisse la veille du premier jour. En vrai, ça fait 3 ans depuis Or Noir, et j'ai rien réalisé depuis. Est-ce que je vais être à la hauteur? Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer sur un tournage. On a beau essayer de tout anticiper, en réalité c'est impossible. Alors, je m'en remets à mon équipe. Si les choses partent en couille, on trouvera des solutions ensemble. Et on va perdre 2 techniciens dès la première semaine. Une à qui on a proposé un taf payé, normal, et l'autre qui s'est découragé au bout de 3 jours. À part ça, tout fonctionne plutôt bien. Les comédiens sont au top, les cascades sont au top, on sent bien le fruit des 4 mois de préparation. Jérôme Le Banner nous fait l'honneur de passer nous voir une journée, et il nous apporte une vraie crédibilité. Du côté négatif, on va subir des pannes de véhicules, des gens qui tombent malades, des problèmes de transport, des décors qui tombent à l'eau, des amendes de stationnement, dans tous les sens. 1500 € au final, presque 10% du budget. Putain, ça fait mal au fion. Mais vas-y, franchement, ça va, on s'en sort. Comparé aux descentes de police sur le tournage d'Or Noir saison 2, ça passe. Oui, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Nos 22 jours de tournage se passent globalement comme prévu. L'équipe technique assure. Le mélange entre l'expérience et la jeunesse fonctionne bien. Les gens parlent entre eux, ils s'écoutent, ils se respectent. L'ambiance de travail est idéale. Quant au casting, j'avais laissé la liberté aux comédiens et aux comédiennes de me proposer des impros par moment. Et elles ont tellement bien fonctionné que j'ai de la matière en rab.
Heureusement d'ailleurs, car certaines scènes prévues à l'origine n'ont pas pu être filmées, pour des raisons de budget. Alors j'ai comblé les trous avec les impros. Et au final, je me retrouve avec 9 épisodes au lieu des 8 prévus. Ça m'était jamais arrivé. Il faut rendre hommage à l'équipe de cascadeurs qui nous ont suivis dans cette aventure, ainsi qu'à Campus University Cascade qui nous a prêté ses locaux. Si des scènes d'action rendent aussi bien, c'est autant par les chorégraphies d'Arthur que par leur investissement, sans faille. Et c'est là où j'ai appris plusieurs choses étonnantes sur les coulisses de la cascade. La plupart des cascadeurs n'interviennent que très ponctuellement sur les tournages. On les appelle pour les scènes d'action, ou de doublage de comédiens, etc. Mais une fois que c'est fini, ils rentrent chez eux. Après tout, ce sont des spécialistes, à qui on ne fait appel que dans des circonstances très précises. Ils forment un groupe à part, pas toujours bien intégré ou considéré par les gens qui les emploient. Et surtout, ils sont habitués à ce que les réalisateurs mettent de la distance avec eux. Et ça m'étonne qu'ils puissent être traités de façon aussi légère, alors que les scènes d'action sont omniprésentes dans le cinéma aujourd'hui. Pour ma part, je les considère comme faisant partie intégrante de mon équipe technique. D'autant qu'on a passé plusieurs semaines à répéter ensemble. N'oublions pas que ce projet étant bénévole, si par malheur l'un d'eux se blesse, ça pourrait le foutre dans la merde pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils prennent un risque énorme à venir travailler sur la série. Cependant, Arthur, qui est lui-même cascadeur évidemment, il en avait conscience et il a prévu des chorégraphies adaptées. Au bout du compte, on n'aura même pas une égratignure à signaler. En marge du tournage, je demande à des amis vidéastes de venir faire des photos et des vidéos making-of. C'est un autre point que j'avais négligé sur Or Noir. Il est très important d'avoir de la matière pour communiquer sur les réseaux sociaux de nos jours, quelle que soit la taille de votre projet. Se crever pour faire un film, c'est super, hein, bon, entre guillemets. Mais si vous communiquez pas dessus et que personne ne le voit, si on veut enchaîner les projets, il faut de la thune, il faut de la grosse moula. Surtout dans l'audiovisuel, où tout, en théorie, coûte très cher. Sauf pour moi, hein. Détrompez-vous. C'est pas parce que je dépense peu d'argent dans mes créations qu'il n'y a pas de coût caché derrière. Le vrai coût d'une série low budget, c'est pas seulement l'argent. C'est l'énergie, la santé, tout ce que tu brûles autour de toi pour la faire exister. C'est un peu comme se jeter dans une machine à laver qui tourne à 2000 à l'heure, avec le sourire aux lèvres. Sur 100%, la machine à laver fait son œuvre. Je ressors du tournage lessivé, mais heureux. On sait qu'on tient un truc fort, mais il y a encore toute la post-production à faire. C'est-à-dire montage, étalonnage, son, musique, etc. Le son en particulier, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais le travail du son en post-production est plus compliqué que celui de l'image. Regardez, moi, quand je monte des séquences, je fais en sorte qu'elles se suivent de manière fluide. Sauf que, imaginez qu'il y a une voiture qui passe derrière un comédien sur un plan. On n'avait pas forcément pris le son de cette voiture sur le tournage. Du coup, il faut rajouter le bruit de la voiture sur le plan, mais aussi sur le plan d'avant et sur le plan d'après. La voiture, elle vient pas de nulle part. On doit la justifier au son sur toute la séquence. Et c'est comme ça pour tout ce qu'il y a à l'écran. Et les combats, vous imaginez bien que nos comédiens ne se sont pas tapés dessus pendant les prises. Ils font semblant de se battre. Donc, on va devoir tout bruiter, rajouter les impacts un par un sur l'ensemble des épisodes, c'est un taf de zinzin. Mon but, c'est quand même de terminer la série le plus vite possible afin de le mettre en vente auprès des chaînes de télévision. Vraiment, c'est une période très frustrante. Le son, c'est pas mon domaine, je peux rien faire à part attendre que mes gars fassent leur taf. Je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas d'effets spéciaux dans 100%. Bon, c'est toujours ça de moins à faire. La post-production se termine début février. J'ai mes 9 épisodes en ordre de bataille, ainsi qu'une vingtaine de petites vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux. Et je me force à rien poster, même si ça démange. C'est trop tôt, ça sert à rien de créer un buzz sans savoir où et quand la série sera diffusée. Par contre, j'appelle tous mes contacts. On va tenter de la vendre. Achever la série début 2026 n'est pas un hasard du calendrier. Lorsqu'on a vendu Or Noir à M6, les contrats précisaient que M6 posséderait les droits de diffusion pendant 3 ans et demi à partir de la sortie de la dernière saison. Or, la saison 3 a été diffusée en octobre 2022, ce qui veut dire qu'en mars 2026, je récupère les droits d'Or Noir. Or, j'ai conservé la chaîne YouTube avec laquelle on avait lancé l'aventure à l'été 2020. Cette chaîne d'ailleurs, qui était en sommeil depuis des années. Mais il y avait toujours plus de 100 000 abonnés dessus. Les épisodes de la saison 1, avec leur million de vues en moyenne, ils sont toujours là. Depuis le début, au moment où j'ai pris la décision d'investir 20 000 € dans 100%, j'avais cette solution en tête. À partir de mars 2026, je peux réactiver ma chaîne YouTube et si j'arrive pas à vendre 100%, je la diffuserai dans la foulée pour profiter de l'effet d'attraction d'Or Noir. Vous voyez, au fond, un film ou une série, ce sont des produits comme les autres. On a le fabricant d'un côté, le client de l'autre, et plein d'intermédiaires au milieu. Mais ce sont que des produits. Ils sont faits pour être consommés. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie solide. Pas uniquement pour faire la série, mais aussi pour la vendre et la diffuser. 100% coche plein de cases. Déjà, le MMA est très populaire dans l'Hexagone depuis sa légalisation. On a quelques belles têtes d'affiche au casting, les scènes d'action permettent de retenir l'attention du spectateur, et les touches d'humour nous évitent de tomber dans un drame trop lourd, trop indigeste. Et je pense que mes créations proposent des compromis intéressants
avec des personnages complexes et des vrais moments de vie. En tout cas, je donne tout pour arriver au meilleur résultat possible. Vous pouvez utiliser certains des conseils que je vous donne ici. Tant mieux si vous êtes avancé sur vos propres projets. Mais ça sert à rien de copier exactement ma stratégie, car elle est unique à 100% et à moi. Mes contacts chez les chaînes de télé, je ne les ai que parce que j'ai vendu Hors Noir à M6. Voilà aussi pourquoi il ne faut pas faire comme moi. Mais sachez juste que j'en ai chié pour arriver jusqu'ici, sans jamais avoir aucune certitude que ça puisse fonctionner. J'en avais pas sur Hors Noir, j'en ai toujours pas sur 100%. Qui peut prédire à l'avance les goûts du public? Personne. Moi, je peux que faire et espérer.